Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to this midday bilingual newscast over 4U television with me, Jix Nabse, and with Ngala Ebukia. Bon après-midi. Bon après-midi, Jix Nabise. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. Démarrons cette première partie en parlant des enjeux du consensus de paix ouvert à Bamako le 1er août dernier, rendu au 3e jour des travaux. Cette réunion du niveau décisionnel à l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger et sous la coordination du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Reportage. Une réunion de niveau décisionnel rassemblant les signataires de l'accord de paix et la réconciliation nationale au Mali a débuté le lundi 1er août à Bamako sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Dans son mot d'ouverture, le chef du gouvernement malien a souligné l'importance que le président de la transition Assimi Goïta accorde à la mise en œuvre de cet accord. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger constitue l'une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, cette réunion marque un pas décisif dans le processus de mise en œuvre de cet accord, signé en 2015 à Alger par le gouvernement malien et plusieurs mouvements armés du nord du pays. Que de chemin parcouru, parsemé de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. C'est le lieu pour nous de saluer les efforts et sacrifices consentis par chacune des parties maliennes dans ce processus, la médiation internationale, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale pour leur accompagnement. La médiation internationale, de son côté, se réjouit de l'ouverture de cette réunion. La médiation est aussi convaincue que les parties sont totalement conscientes de la nécessité de réussir cette réunion décisionnelle. Aujourd'hui, la responsabilité de chacune des parties consiste à saisir cette opportunité pour faire avancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui aussi, la responsabilité de chaque partie consiste tout autant à faire prévaloir d'abord et avant tout l'intérêt suprême du Mali en tant que pays et nation. Prévu jusqu'au 5 août prochain, cette réunion devant aboutir à un consensus de paix rendu au 2e jour aborde entre autres les questions liées au volet des armements, démobilisation et réintégration. Par ailleurs, certains aspects des réformes politiques et institutionnelles sont également à l'ordre du jour. Nous restons dans l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin a célébré le 1er août le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Après 2 années marquées par le Covid-19, la parade militaire a effectué son retour dans la cérémonie et aux côtés du président Talon, ses prédécesseurs et adversaires politiques, à l'instar de Yahi Boni et Nisfor Soglo. Reportage de Kwapa Pajipa. C'est sous le signe de la décrispation et de la fraternité que s'est célébré le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin ce lundi 1er août 2022. L'image est assez rare pour être banale. Le président Patrice Talon qui assiste au défilé avec à ses côtés ses plus farouches adversaires politiques, notamment ses prédécesseurs à la tête du Bénin, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, ainsi que le chef du parti Les Démocrates, Éric Oundété. Ils ont tous accepté, le temps de cette célébration nationale, de taire leurs divergences d'opinion et d'accepter l'invitation du président Yahi Boni. Nicéphore Soglo a même dû écourter un séjour sanitaire pour être présent et Boni Yahi, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, est revenu de Bissau il y a quelques jours pour la circonstance. Ce qui, d'après certains observateurs, est un signe que la décrispation sur le plan politique serait en marche au Bénin. Nicéphore Soglo révèle par ailleurs que Patrice Talon aurait promis en guise de preuve de cette fameuse décrispation la libération de tous ceux qui sont en prison et tous ceux qui sont en exil. Une promesse qui fait déjà suite à la libération la semaine dernière, soit à quelques heures de cette fête nationale, de 30 figures de l'opposition arrêtées lors des élections de 2021. Visiblement pas suffisant pour la classe politique et la société civile qui déplorent le maintien dans les prisons du pays de certains opposants et d'autres qui sont encore en exil à l'extérieur du pays
et qui ont dû vivre la fête depuis leur téléviseur. Quant à la fête proprement dite, elle est riche en sons et en couleurs, avec notamment un impressionnant tableau artistique salué par le président Talon et ses convives, mais aussi le défilé militaire, qui sera marqué par 2 temps forts, à savoir la parade militaire et paramilitaire pédestre, qui était de retour après une suspension durant 2 années en raison de la pandémie du Covid-19, et le défilé motorisé consacré à l'exhibition d'un échantillon de matériel et équipement des forces armées béninoises. Nous sommes dans l'Afrique de l'Est à présent pour parler d'une nouvelle tentative de médiation de l'ONU en Somalie. James Wan, le représentant spécial des Nations Unies et sa délégation se sont rendus le 31 juillet dernier dans l'état du sud-ouest de la Somalie en proie à des violences répétées. Kwechu a fait le reportage. 3e visite en un mois de James Wan dans l'un des États fédéraux de Somalie. Le représentant spécial des Nations Unies et sa délégation s'est rendu le dimanche 31 juillet à Baidowan, dans l'un des États du Sud-Ouest, où ils ont rencontré Abdi Aziz Hassan Mohamed, le président de cet État fédéral. Faire progresser la transition sécuritaire en Somalie afin de contrer les menaces terroristes était l'un des enjeux majeurs de cette rencontre. Au cours d'une conférence de presse, James Wan a évoqué l'importance d'une collaboration entre le gouvernement fédéral et les États membres de la Confédération pour faire avancer les priorités nationales du pays. Le sud-ouest de la Somalie est une zone hautement sensible, en proie à des attaques répétées de groupes rebelles armés, comme les activistes d'Al-Shabaab ou encore le groupe Abakol. L'émissaire onusien a également évoqué le besoin d'une approche pacifique par le dialogue pour la résolution des différends politiques qui touchent le pays et exhorte à plus de liberté de la presse dans l'État du sud-ouest. Outre les questions sécuritaires, la crise alimentaire qui touche la Somalie et particulièrement les zones armées inquiète l'ONU qui évoque une situation catastrophique. Selon les Nations Unies, depuis 2020, 7,1 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Les 3 visites du représentant onusien n'entrevoient pas réellement une voie de sortie de crise dans ce pays de la Corne de l'Afrique en quête de stabilité politique depuis 30 ans. Le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud, élu le 15 mai 2022, après plus d'1 an d'une profonde crise politique, nourrit l'ambition de stopper l'insurrection des islamistes radicaux Shebab qui restent solidement implantés dans de vastes zones rurales. Merci Kwechu pour ce reportage. La force internationale de maintien de la paix de l'ONU n'a jamais été aussi contestée en Afrique. Depuis peu, leurs opérations font face à un soulèvement populaire, notamment au Mali, en RDC et en RCA. Remise en cause pour son efficacité sur le terrain, elle suit de vivres critiques, de quoi s'interroger sur son avenir dans le continent guinéen. Remplit-elle réellement son rôle, celui de maintien de la paix? Pour le moment, tout laisse croire que non. L'inefficacité sur le terrain est devenue l'arme la mieux partagée de la force militaire onusienne déployée sur le continent africain. Les récents événements nous en disent long sur la question. Tout d'abord au Mali, avec la suspension des rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, une décision rendue publique le 14 juillet 2022, suivie de l'expulsion d'Olivier Salgado, représentant la force onusienne au Mali. Autant de décisions compréhensibles. À tout point de vue, que ce soit la MONUSCO, la MINUSMA, tout ce qui est MINUS, comme on a coutume de le dire à travers les plateaux de télévision et de radio, il faut se rendre compte que le bilan est totalement négatif. Négatif à tout point de vue, du point de vue politique, à ramener les acteurs politiques du pays dans lequel ils interviennent. C'est pas le cas de la des ces organisations que je juge d'organisations fêtières. Elles sont plutôt là à inculquer la division, le désordre, le bordel. Et voilà, nous nous retrouvons avec des pays complètement déchirés politiquement. Un bilan à tout point de vue négatif. Voilà en quoi se résume la présence de la force militaire onusienne en Afrique. Outre le Mali, les missions de l'ONU en République démocratique du Congo et en République centrafricaine font également l'objet de vives critiques, sans toutefois vouloir parler du Soudan du Sud et du Sahara occidental. Loin d'être un véritable atout,
la force onusienne est plutôt un outil de déstabilisation spécialisé dans le pillage des ressources naturelles au profit de ceux qui tirent les ficelles. Allons du côté de la MONUSCO au Congo. Allez voir, c'est un chaos total. C'est un échec cuisant. À nul autre pareil. L'ONU a échoué sur tous les points. Tous les points. C'est une armée d'occupation. Vous vous souvenez qu'il y a des chars qui d'ailleurs ont mal négocié un virage et se sont retrouvés dans le ravin. Et à l'intérieur, c'était plein de coltan, de diamants et je ne sais quelle autre ressource minière. Donc, ouais, c'est une force d'occupation qui est sur le terrain et qui vise, n'est-ce pas, à faire un peu de business de l'autre côté et à des fins que nous ne maîtrisons du tout pas. Hein, et pour des gens tapis dans l'ombre qui, de loin, actionnent, n'est-ce pas, les ficelles. Un déploiement inefficace entraîne donc automatiquement des résultats peu probants. L'on comprend donc mieux le regain de violence sur le terrain. Se dirige-t-on vers un divorce inéluctable? C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités face à ce constat amer. En Ukraine, on parle de reprise d'exportation des céréales en Afrique. Le premier navire ayant à son bord 26 000 tonnes de céréales a quitté le port d'Odessa le 1er août pour Tripoli. La Libye a également été approvisionnée. Ceci résulte de l'accord signé entre l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie le 22 juillet dernier. Et Mamoutou. 2 semaines après la tripartite entre l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie, la rencontre ayant abouti à la signature d'un accord sur l'exportation des céréales. Le premier navire, ayant à son bord 26 000 tonnes de maïs, a quitté le port d'Odessa pour Tripoli à destination d'Istanbul. Ceci est une preuve que cet accord a été respecté. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, affirme que 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter le port d'Odessa. Après le départ de ce premier navire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime que la reprise des exportations ukrainiennes apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale. De nombreux pays d'Afrique sont dépendants des greniers russes et ukrainiens. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui à Odessa est une étape très importante qui doit apporter la stabilité et l'aide indispensable, des volumes importants à partir des 3 principaux ports ukrainiens. L'accord sur l'exportation sans entrave des excédents de la production alimentaire et des engrais russes vers les marchés mondiaux, les familles ont besoin que ces accords fonctionnent pour survivre. La Somalie est l'un des premiers pays à s'être porté acquéreur des premiers arrivages de céréales ukrainiens. Habituellement, elle représente 92% des exportations. Les pays du Maghreb et l'Égypte sont également soulagés par la reprise des transports venus de la mer Noire. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie. Jix Nabise, you now have the floor. Thank you, Ngale Ebokea. Ladies and gentlemen, good day once more. You're welcome to the second segment of this midday bilingual newscast over 4U television. We kick off in West Africa with Mali, where a 5-day meeting has been held centered on issues related to peace agreement as well as reconciliation. The high-level decision-making meeting is being held in Bamako, Mali, resulting from the Algiers process launched on Monday, August 1st, as you tell us, Futso. Placed under the chairmanship of Dr. Shogel Kogala Maiga, Prime Minister of the Transitional Government, this meeting will take place over 5 days of exchanges on certain aspects of the implementation of the said agreement. During this meeting, the signatory Malian parties, assisted by their international partners, in particular the United Nations and Algeria, will discuss political and institutional issues, including DDR, disarmament, demobilization, and reintegration, which are not necessarily linked to a renewal of the Constitution. The various parties have made no secret of their desire to move as quickly as possible towards a realistic implementation of the Peace and Reconciliation Agreement signed since 2015. Thus, in their respective speeches, the government through the Prime Minister and the Minister in charge of reconciliation
whose department is the initiator of the meeting, and the representative of the armed groups strongly expressed their wish to agree at the outcome of this decision meeting, allowing a more realistic implementation of the peace agreement and the reconciliation resulting from the Algiers process, so that together all Malians can face other challenges. The same wish was expressed by Algeria, leader of the mediation and the Secretary General of United Nations in Mali, head of MINUSMA, while ensuring that their support will not be lacking. From one country to the next, and I'll take you to the Democratic Republic of Congo, where the United Nations have paid tribute to 5 of its peacekeepers killed in the eastern part of the country in the course of anti-UN demonstrations. So far, the protest has incurred over 22 deaths. As you tell us, Mwanze Njoyogo. The UN mission paid tribute on Monday, August 1st, in the city of Goma to 5 peacekeepers. We now leave the Democratic Republic of Congo to take you up the African continent to Libya, where a 4-tanker explosion has led to at least 6 persons dead and dozens injured in the southwestern part of the country on Monday, August 1st. The details are in this following report. A 4-tanker explosion has led to at least 6 persons killed and dozens injured in the southwestern part of Libya, medics said on Monday. No concrete causes are yet to be attributed to the blast. It all began when a crowd flocked around a tanker as it headed to resupply a petrol station in the Bent-Banya district, resulting in a stampede, followed by a massive explosion that set several cars on fire, according to images posted online. Reports from the North African country stipulated that 6 people had died at the main hospital in Seba, southern Libya's main city. According to the hospital's management's post on Facebook, more than 50 wounded were admitted at Sheba Hospital without indicating the number of deaths. Many of the wounded were in a critical state, mentioned a security source in Sheba, hundreds of kilometers south of the capital Tripoli. The nation's interim Prime Minister Abdulhamid Deba tweeted reacting to the explosion that his government was closely following the incident, adding that they have ordered a crisis cell to urgently transfer the wounded to the major hospital. Southern Libya has been particularly affected by poor services and a lack of investment for more than a decade since the overthrow and killing of former leader Muammar Gaddafi in a NATO-backed popular uprising in 2011. West, East, North and South will now take you down the African continent to South Africa, where over 300 persons have expressed their fury during a trial of over 80 men accused of the rape of 8 women as well as the armed robbery of a video production center in Johannesburg. Mwanze has the rest of that story. At the hearing of more than 80 men accused of the gang rapes of 8 women and armed robbery of a video production, over 300 people gathered outside the Krugersdorp Magistrate Court in Johannesburg to express the community's fury over the attack. News of the rapes and robbery has angered the community and women's organizations in the area, who have complained that such incidents are common occurrences around Krugersdorp. The suspects are allegedly illegal miners known as Zamazamas who dig for gold in Johannesburg. The Zamazama gangs of illegal miners are also blamed for widespread crime in the area, according to local residents. The men were arrested at an abandoned mining site following the rapes and robbery. Rapes occurred when a crew filming a music video at one of the abandoned mines was attacked by men on Thursday last week, according to police sources. Speaking in a press conference in Pretoria, South African National Police Commissioner Lieutenant General Fanny Masemola says no stone will be left unturned in ensuring that the suspects are brought to justice. DNA samples from the raped women will be used to identify the perpetrators of these crimes.
Others arrested are expected to face additional charges of illegal immigration and illegal mining. We wrap up this second segment still in South Africa, where the President Cyril Ramaphosa has voiced out his zeal to fight against corruption in the country's struggling economy. This subsequent report has the details. South Africa's President Cyril Ramaphosa has voiced out his zeal to fight corruption and the country's struggling economy shortly after a corruption scandal. While speaking during the closing day of the ruling African National Congress Party's conference, he said all the measures proposed to grow and transform the South African economy rely on a fiscal policy that ensures that the country's national debt is contained within sustainable limits and that the spending is reprioritized away from consumption towards investment. The conference held over the weekend equally discussed policies needed to address the country's challenges, including the high levels of poverty, 35% of unemployment rate, and the rising cost of living. The policy conference, seen as a preview to his elective conference in December, where it would elect new leaders, was attended by over 2,000 delegates. According to President Ramaphosa, the delegates also expressed concern about the country's electricity crisis, which has resulted in rolling power blackouts, which have affected businesses and households as the power utility Eskom struggles to keep the lights on. However, the delegates expressed support for the steps the government was taking to address the issue. Ladies and gentlemen, that will be it for the second segment of this midday bilingual newscast over 4U Television. Minjix Napisi and Bichungale Bukia. Eh bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information bilingue sur 4U Télévision. Restez en compagnie de nos programmes. Votre chaîne de télévision panafricaine